Donc on va revenir aujourd'hui sur la théorie des mécanismes. On avait commencé à parler de la théorie des mécanismes hier en TD. Et puis dans ce cours de théorie des mécanismes, donc on va formuler un peu ces résultats. Le contexte ici de ce cours de théorie des mécanismes, c'est de partir du principe que les mécanismes sont au cœur des systèmes mécaniques. Un mécanisme, c'est un système qui va permettre de réaliser différentes transformations de mouvements, et la modélisation des mécanismes est indispensable pour un bon dimensionnement ou pour la conception et plus généralement pour l'étude des mécanismes. Et donc dans ce cours, on verra un certain nombre d'outils qui nous permettront de déterminer des liaisons équivalentes pour simplifier éventuellement un graphe de structure de mécanismes. On verra quelques éléments qui permettront également d'analyser la rigidité des solutions techniques. Et puis on verra également quel modèle de solution isostatique, enfin comment choisir un modèle de solution isostatique ne demandant pas de contraintes géométriques fortes ou permettant une analyse statique. On va découper donc ce cours en 5 points. Je ferai une petite introduction, comme souvent, et puis ensuite la première étude que l'on fera aujourd'hui, c'est celle qui va concerner l'étude des liaisons équivalentes. On s'intéressera ensuite à la notion de degré de mobilité et de degré d'hyperstatisme. Le degré de mobilité, on en a parlé un peu déjà hier. Le degré d'hyperstatisme, on n'en a pas encore parlé. On l'a évoqué parfois en TD lors des séances de TD de statique, mais on verra donc dans ce cours de façon plus détaillée ce à quoi correspond ce degré d'hyperstatisme. Et puis on résumera les choses dans une formulation globale de l'hyperstatisme. Quelques points sur les notations déjà. Pour parler du torseur cinématique entre deux classes d'équivalence, donc on va utiliser ici ces notations-là. Entre deux classes d'équivalence 1 et 2, on peut définir le torseur cinématique décrivant le mouvement de 2 par rapport à 1. À l'aide de ces écritures-là, donc on choisira les notations P21 suivant X plus Q21 suivant Y plus R21 suivant Z pour les trois rotations de 2 par rapport à 1. Et puis on utilisera les notations U21 suivant X, V21 suivant Y et W21 suivant Z pour exprimer les translations du point A dans le mouvement de 2 par rapport à 1. Au niveau du torseur des actions mécaniques transmissibles, la notation qui sera utilisée ici donc pour caractériser les actions mécaniques transmissibles dans cette liaison entre le solide 1 et le solide 2, c'est donc la suivante. Ici, donc x12, x12 suivant y, y12 suivant, x12 suivant x, y12 suivant y et z12 suivant z pour exprimer les composantes d'actions mécaniques transmissibles en translation entre les deux solides. Et on utilisera L12 autour de x, M12 autour de y et N12 autour de z pour caractériser les moments transmis au niveau du point A. Et puis avec ces deux torseurs cinématiques et d'action mécanique transmissible, on peut définir ce qu'on appelle la puissance des interefforts, qu'on utilisera, donc qu'on notera ici P de 1 avec cette double flèche 2. Et en fait, ça correspond au comoment du torseur des actions mécaniques et du torseur cinématique. Le comoment, c'est la somme du produit scalaire du moment du premier torseur avec la résultante du deuxième torseur, plus le moment du deuxième torseur en produit scalaire avec la résultante du premier torseur. En termes de composantes, donc, ça donne la relation qui est présentée ici, x12u21 plus y12v21 plus z12w21. Ça, c'est donc le produit scalaire de la résultante statique avec le moment cinématique, plus L12 P21 plus M12 Q21 plus N12 R21. Ça, c'est le produit scalaire entre le moment statique et la résultante cinématique. L'hypothèse fondamentale que l'on fera ici dans ce cours de théorie des mécanismes, c'est la suivante. Lorsque l'on traite l'étude d'un mécanisme, on considérera systématiquement que les liaisons du mécanisme sont parfaites. Et ce qu'on entend par liaison parfaite, c'est donc une liaison dans laquelle il n'y a pas de jeu, dans laquelle il n'y a pas de frottement,
et qui est indéformable. Les solides eux-mêmes sont indéformables et les liaisons également sont indéformables. La conséquence directe de cette hypothèse de liaison parfaite, c'est que si on prend en compte le fait qu'il n'y a pas de jeu et le fait qu'il n'y a pas de frottement, eh bien si on souhaite déterminer la puissance des interefforts dans une liaison, on trouvera nécessairement une puissance des interefforts égale à 0 dans cette liaison parfaite. Donc c'est-à-dire que le commandement du torseur cinématique et du torseur d'action mécanique sera nécessairement égal à 0 si la liaison est considérée comme parfaite. Point suivant dans cette petite introduction, c'est donc la notion de structure d'espace vectoriel. Un torseur, donc c'est un ensemble de deux vecteurs, le vecteur résultante et le vecteur moment. Et puis un torseur, c'est donc quelque chose qui évolue dans un espace qui a la structure d'un espace vectoriel de dimension 6. L'idée ici, c'est de se dire que, en gros, dans un torseur, dans la mesure où vous avez trois vecteurs pour constituer un torseur, vous avez deux vecteurs pour constituer un vecteur, mais que chaque vecteur possède trois composantes. Le torseur cinématique, en fait, ou le torseur statique, c'est un système qui possède 6 dimensions, donc 3 dimensions de translation, entre guillemets, et 3 dimensions de rotation. Et puis on parle d'espace vectoriel, en fait, puisque cet ensemble torseur, c'est un ensemble qui possède un certain nombre d'opérations, notamment des opérations d'addition et de multiplication. Vous savez que vous pouvez additionner deux torseurs pour trouver un autre torseur. Vous pouvez multiplier un torseur par un scalaire. Vous pouvez multiplier deux torseurs entre eux. C'est la notion de commandement dont on vient de parler. Et donc on notera V12, le sous-espace vectoriel engendré par le torseur cinématique de 2 par rapport à 1. La dimension de ce torseur de ce sous-espace vectoriel est égale au nombre de degrés de liberté dans la liaison, c'est-à-dire au nombre de composantes non nulles dans le torseur cinématique. Et cette dimension, elle est inférieure ou égale à 5. Si le degré de liberté de la liaison est égal à 6, ça veut dire que tous les degrés de liberté sont possibles entre les deux solides considérés et donc il n'y a pas de liaison entre les deux solides considérés. Et pour le torseur d'action mécanique transmissible, eh bien ici c'est le même principe, on va pouvoir définir un sous-espace vectoriel T12 engendré par le torseur des actions mécaniques. Ce sous-espace vectoriel possède une dimension qui est égale au nombre d'actions mécaniques transmissibles. Et puis on vérifie également le fait que la dimension de ce sous-espace vectoriel T12 est nécessairement supérieure à 0. Et puis là encore, on considérera aussi qu'elle est inférieure à 6, inférieure strictement, puisque si vous avez 6 actions mécaniques transmissibles entre deux liaisons, eh bien cela signifie que vous avez encastrement entre ces deux solides. Et donc si vous avez encastrement entre deux solides, on considérera ça comme une seule classe d'équivalence, plutôt que deux classes d'équivalence avec une liaison entre les deux. Le commandement dont on a parlé entre le torseur d'action mécanique et le torseur cinématique définit un produit scalaire. Il est nul si les deux sous-espaces vectoriels sont orthogonaux, et il va permettre de définir la notion de dualité des torseurs cinématiques et d'action mécanique transmissible, c'est-à-dire que la dimension du sous-espace vectoriel engendré par la liaison 1,2 plus la dimension du sous-espace vectoriel engendré par le torseur d'action mécanique 1,2 est égale à 6. Donc voilà, pour résumer ici, si la puissance des interefforts de toute liaison est nulle, alors le sous-espace vectoriel engendré par le torseur des actions mécaniques est le dual orthogonal du sous-espace vectoriel engendré par le torseur cinématique, et bien sûr, cette relation est réciproque, c'est-à-dire que le sous-espace vectoriel V12 est le sous-espace vectoriel dual orthogonal à T12. La conséquence pratique, c'est que si une liaison L12 possède une dimension de sous-espace vectoriel cinématique égale à M, alors elle possédera 6 moins M inconnus d'action mécanique transmissible. La dernière petite chose dont on peut parler dans cette introduction, c'est donc à propos de quelques rappels concernant les structures des chaînes de solides. La structure la plus simple ici de chaîne de solides, c'est la structure de chaîne ouverte. Donc vous avez ici dans ce mécanisme-là, par exemple,
un solide 1, un solide 2, un solide 3, le solide 1 est en liaison avec le solide 2, le solide 2 est en liaison avec le solide 3, et puis on s'arrête là. On avait vu dans le cours de cinématique que dans le cas d'un mécanisme en chaîne ouverte, si l'on souhaite ici déterminer le nombre cyclomatique avec la relation habituelle, donc à savoir gamma est égal au nombre de liaisons moins le nombre de solides plus 1, eh bien on trouve ici, sans surprise, un nombre cyclomatique qui est égal à 0. Ensuite, on a la structure en chaîne fermée. Donc cette fois-ci, on va rajouter une liaison entre le solide 3 et le solide 1 dans la structure qui est présentée ici. Et puis cette fois-ci, si on veut calculer le nombre cyclomatique, toujours avec la même relation, on va retrouver un nombre cyclomatique qui est égal à 1. Et puis au-delà des chaînes fermées, on va avoir ce qu'on appelle une chaîne complexe. Donc c'est toute architecture de mécanismes dans lesquels le nombre cyclomatique est strictement supérieur à 1. Alors on peut faire un petit exemple d'étude déjà de structure de mécanisme sur ce support qui est le système d'encapsulation sur lequel on avait déjà travaillé à quelques reprises en TD de conception notamment. Donc dans ce mécanisme-là, si l'on souhaite déterminer le graphe de structure, eh bien on va pouvoir identifier un solide principal, on va dire, qui est le bâti du mécanisme. Ensuite, vous avez l'arbre d'entrée qui est situé ici. Autour de ce solide, vous avez le solide numéro 15 qui est entraîné en rotation. Ensuite, au niveau du point C, on a la sphère intérieure dans la liaison sphérique. Puis on va retrouver la sphère extérieure qui est liée à la pièce numéro 3. Et cette pièce numéro 3 est en liaison glissière, au moins, avec le bâti, en liaison même pivot-glissant avec le bâti. Et donc si on veut tracer ici le graphe de structure, on va retrouver cette modélisation-là. Alors c'est une proposition de modélisation, et encore une fois, c'est une modélisation, c'est-à-dire que plusieurs modèles peuvent être mis en place. Ce que j'ai proposé ici, c'est de considérer que la rotation de l'arbre 5, de l'arbre d'entrée par rapport au bâti, est réalisée à l'aide de deux liaisons. Une liaison sphère-cylindre qui sera supposée ici au niveau du point B, et une liaison sphérique ici au niveau du point O. Je propose ici de séparer en deux liaisons, puisque le guidage en rotation de l'arbre 5 par rapport au bâti est réalisé par deux roulements à billes qui sont distants de manière significative l'un de l'autre. Et donc, de cette manière-là, il paraît judicieux de considérer qu'on a en réalité deux liaisons entre le bâti et l'arbre d'entrée. Donc voilà ici le graphe de structure sur lequel on peut arriver si l'on étudie ce système d'encapsulation. Voilà un graphe de structure sur lequel on peut arriver, puisque, encore une fois, il peut y avoir plusieurs graphes de structure selon les hypothèses que l'on choisit de faire dans la modélisation. Et donc on trouve une chaîne complexe avec un nombre cyclomatique de 2, compte tenu du fait qu'on a modélisé ici cette liaison pivot entre S0 et S1 à l'aide de deux liaisons sphère-cylindre et sphérique. Donc cet exemple sur le système d'encapsulation, on y reviendra à quelques reprises à l'occasion du cours. On va parler donc maintenant des liaisons équivalentes. Donc ce qu'on entend par liaison équivalente, c'est une liaison qui va permettre de regrouper un ensemble de liaisons, et on va considérer que la liaison est effectivement équivalente à un ensemble de liaisons si elle transmet les mêmes actions mécaniques que les liaisons du modèle initial, si elle transmet les mêmes mouvements que les liaisons du modèle initial, et si elle a le même bilan énergétique que les liaisons du modèle initial. Et ce qu'on entend ici par bilan énergétique, en fait, c'est la puissance des intérêts forts. Donc par exemple, dans le système d'encapsulation, je vais pouvoir essayer de relier le solide 4 directement au solide numéro 2 en court-circuitant entre guillemets le solide numéro 3. Et donc je peux essayer en quelque sorte, si vous voulez, ce que je pourrais essayer de faire, c'est d'essayer de voir si je devais supprimer le solide numéro 3, qui pour rappel est la partie extérieure de la rotule, c'est la pièce numéro 18, eh bien quelle liaison il faudrait mettre entre le solide 4 et le solide 2 pour que le mécanisme soit, entre guillemets, inchangé. C'est-à-dire que les actions mécaniques transmises soient toujours les mêmes, que les mouvements soient toujours les mêmes,
et que les puissances transmises soient toujours les mêmes. Ou bien, quelle modélisation je peux faire si je veux cette fois-ci non pas court-circuiter le solide 3, mais simplifier la liaison pivot entre le solide 0 et le solide 1. Donc cette fois-ci, j'aimerais simplifier mon graphe de structure pour ne plus avoir deux liaisons à cet endroit-là, mais en avoir une seule. Quelle est la liaison à considérer pour que cette liaison soit équivalente à l'association des deux liaisons sphère-cylindre et sphérique. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire dans la détermination des liaisons équivalentes. Et alors il y a deux cas de figure, on l'a vu dans ce que je viens de présenter ici. Soit on veut déterminer une liaison équivalente à une association de plusieurs liaisons définies en série, soit on veut déterminer une liaison équivalente à l'association de plusieurs liaisons en parallèle. Et pour ça, on va avoir deux approches. Une première approche qui est une approche cinématique, donc c'est-à-dire que, puisqu'on a vu précédemment qu'il existait un lien fort entre le torseur cinématique d'une liaison et le torseur d'action mécanique d'une liaison, eh bien on peut déterminer une liaison soit par son torseur cinématique, soit par son torseur statique. Et donc pour trouver une liaison équivalente, eh bien c'est le même principe, on va pouvoir soit chercher le torseur cinématique de la liaison équivalente, c'est l'approche cinématique, soit chercher le torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison équivalente, et c'est l'approche statique. Donc finalement, deux cas et deux approches, ça nous donnera 4 configurations possibles pour déterminer les liaisons équivalentes. Alors premier cas, c'est le cas des liaisons en série, et première approche, c'est l'approche cinématique. Si on considère un graphe de structure simplifié dans lequel vous avez 3 solides, le solide 1 est en liaison avec le solide 2, le solide 2 est en liaison avec le solide 3, et vous souhaitez déterminer une liaison équivalente qui permette de passer directement du solide 1 au solide 3. On va définir donc L-EC 1,3, la liaison équivalente à l'ensemble des deux liaisons en série L1,2 union L2,3. Et puis par l'approche cinématique, on va pouvoir dire ici que le torseur cinématique équivalent au mouvement de 1 par rapport à 3 est égal à la somme des torseurs cinématiques de 1 par rapport à 2 plus torseur cinématique de 2 par rapport à 3. Ce que je vous présente ici n'est pas extraordinaire comme résultat, ça découle directement du cours de statique. Alors par contre, on peut s'intéresser à un exemple d'association en série. Donc voilà ici ce premier exemple que je propose de traiter. Et donc la question qui se pose, c'est si je veux court-circuiter le solide numéro 2, quelle est la liaison équivalente qu'il faudrait placer entre le solide 1 et le solide 3 pour que le mouvement de 3 par rapport à 1 soit absolument équivalent au mouvement combiné de 3 par rapport à 2 et de 2 par rapport à 1. Donc pour ça, si je veux utiliser l'approche cinématique, je vais avoir besoin de définir les torseurs cinématiques de 2 par rapport à 1 et de 3 par rapport à 2. Pour définir le torseur cinématique de 2 par rapport à 1, puisqu'on a ici une liaison glissière, eh bien on a besoin d'une inconnue cinématique qui est la composante de translation U21 suivant x du point B. Et puis dans la liaison sphérique entre 3 et 2, on va avoir besoin des 3 inconnues cinématiques de rotation, P32 suivant x, plus Q32 suivant y, plus R32 suivant z, au niveau du point B, le centre de la liaison sphérique. Ici pour la liaison glissière, j'ai choisi le point B, puisque le torseur cinématique d'une liaison glissière est valable en tout point, et donc c'est valable notamment au point B, et j'ai choisi ici d'exprimer le torseur de la liaison glissière au point B également, puisque de cette manière-là, je vais pouvoir sommer immédiatement les deux torseurs pour dire que le torseur de la liaison équivalente entre 3 et 1 est égal à la somme du torseur cinématique de 2 par rapport à 1 plus le torseur cinématique de 3 par rapport à 2. Finalement, le torseur cinématique équivalent, c'est donc une résultante nulle plus un moment U21 porté par x au niveau du point B, ça c'est pour la liaison glissière, plus P32x plus Q32y plus R32z, et le moment est égal à 0 au niveau du point B, ça c'est pour la liaison sphère-cylindre. Et finalement, j'arrive à un torseur équivalent qui a la forme suivante. En vitesse de rotation, on retrouve le vecteur taux de rotation P32x plus Q32y plus R32z. Et en composante de moment, on trouve que la vitesse du point B est égale à U21x. Finalement, la forme du torseur équivalent, c'est la suivante. On a 3 composantes de résultantes, P équivalent 31, Q équivalent 31, R équivalent 31, une composante de moment, U équivalent 31.
Et donc dans tout ça, c'est effectivement le torseur cinématique d'une liaison sphère-cylindre. Voilà, et puis on pourrait généraliser ce raisonnement-là. Là, on a étudié ce qui se passe si on avait 2 liaisons en série, mais le principe est tout à fait le même si vous avez n liaisons en série. Donc vous considérez un solide 1, un solide 2, un solide n-1, un solide n, et vous cherchez la liaison équivalente à toutes ces liaisons en série. Eh bien, le torseur équivalent cinématique entre le solide n et le solide 1, c'est égal à la somme de tous les torseurs cinématiques pris les uns après les autres. La dimension du sous-espace vectoriel engendré par la liaison équivalente n1 est égale au nombre de degrés de liberté de la liaison équivalente. Et puis ce qu'on sait, notamment grâce à la formule de Grassmann, c'est que le nombre de mobilités de cette liaison équivalente est forcément inférieur à 6. Puisqu'on a vu que dans une liaison équivalente, enfin dans une liaison d'une façon générale, vous avez au maximum 5 degrés de liberté. Et donc le nombre utile de mobilités dans cette liaison équivalente est forcément inférieur à la somme des mobilités, c'est-à-dire à la somme des dimensions de chacun des espaces vectoriels pris les uns après les autres. On définira donc MU le nombre de mobilités utiles, on notera M le nombre de mobilités totales, et puis ça permet également de définir un nouveau paramètre qui est le nombre de mobilités internes, défini comme étant le nombre de mobilités totales moins le nombre de mobilités internes. Donc c'est-à-dire ce sont tous les degrés de mobilité qui ne participent pas à la constitution de la liaison équivalente. Ici dans l'étude de liaison équivalente en série, la mobilité utile, les mobilités utiles, ce sont les mobilités de la liaison équivalente, et les mobilités internes, ce sont toutes les mobilités en plus, c'est-à-dire les mobilités qui sont permises plusieurs fois par les différentes liaisons. Alors, j'avais présenté donc 2 approches pour déterminer les liaisons équivalentes. On a vu ici l'approche cinématique pour déterminer la liaison équivalente à un ensemble de liaisons en série. On va s'intéresser maintenant à l'approche statique pour déterminer une liaison équivalente. Cette approche statique, elle va se mettre en place ici de la façon suivante. Donc j'ai toujours mes 3 solides, donc là je considère mon cas simplifié avec 3 solides seulement et puis 2 liaisons. La liaison entre le solide 1 et le solide 2, puis la liaison entre le solide 2 et le solide 3. Et puis pour les besoins de la démonstration, je vais considérer également un effort extérieur qui serait exercé sur le solide 3. Si j'isole le solide numéro 3, eh bien, je vais pouvoir utiliser le principe fondamental de la statique pour dire que le torseur des actions mécaniques exercées par 2 sur 3 plus le torseur des efforts extérieurs exercés sur 3 est égal à 0. Première chose. Deuxième chose, je vais pouvoir isoler l'ensemble 2 plus 3 et je vais dire que le torseur des actions mécaniques exercées par 1 sur 2 plus le torseur des actions mécaniques extérieures exercées sur 3 est égal à 0. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler le solide 3, mais en considérant cette fois-ci non plus le solide 2 et puis les liaisons 12 et 23, mais en considérant directement le solide 1 et la liaison équivalente. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire que l'action mécanique exercée par les liaisons équivalentes par le solide 1 sur le solide 3, plus l'action mécanique extérieure sur 3 est égale à 0. Et puis ce que j'aimerais faire ici, c'est que tout ça soit équivalent en fait. C'est-à-dire que la liaison équivalente, comme je le disais précédemment, doit transmettre les mêmes actions mécaniques que l'ensemble liaison 1,2 plus solide 2 plus liaison 2,3. Et donc si j'utilise ici ces 3 équations, eh bien je vais pouvoir arriver à ce résultat-là qui est que le torseur de la liaison équivalente entre 1 et 3 directement doit être égal au torseur de la liaison entre 1 et 2 et doit être égal également au torseur de la liaison entre 2 et 3. Donc cette condition, ou plutôt on devrait le noter au pluriel, ces conditions, puisque vous avez égalité entre 3 torseurs, ça correspond en fait à un système de 18 équations en réalité. Donc ces conditions s'interprètent comme une compatibilité des efforts. C'est-à-dire que les composantes du torseur des actions mécaniques transmissibles par la liaison équivalente sont seulement celles qui peuvent être transmises simultanément par toutes les liaisons. Alors rapidement, on pourrait reprendre ça dans l'exemple avec l'association en série de la liaison glissière et de la liaison sphérique. La liaison sphérique bloque les 3 translations. Par contre,
à partir du moment où la liaison glissière ne bloque que 2 des 3 translations, eh bien forcément, dans la liaison équivalente, vous ne pourrez pas bloquer les 3 translations. Donc ça veut dire que, puisque la liaison glissière autorise la translation suivant x, alors nécessairement, dans la liaison entre 2 et 3, vous aurez aussi une composante de translation nulle dans la direction x. Et on peut généraliser ce résultat-là, hein, c'est-à-dire que quand vous avez un ensemble de n liaisons, eh bien le torseur équivalent de la liaison entre le solide 1 et le solide n doit être égal à chacun des torseurs indépendants. Est-ce que l'approche statique et l'approche cinématique donnent toujours le même résultat? Oui, effectivement. Et donc on va voir ici, hein, justement dans cet exemple-là, avec la liaison glissière et la liaison sphérique, le résultat que l'on obtient à l'aide de la méthode statique. Donc pour utiliser la méthode statique, j'ai besoin de définir les torseurs d'action mécanique transmissibles par les deux liaisons. Dans la liaison glissière, entre 2 et 1, on a donc 5 inconnus statiques, les composantes Y21, Z21 pour les résultantes, et les composantes L21, M21 et N21 pour le moment. Et puis dans la liaison sphérique, on a 3 composantes de résultantes, X, Y, Z. Ce qu'on vient de voir ici, c'est que si on souhaite déterminer le torseur statique équivalent, alors il faut que ce torseur soit égal au torseur de 2 sur 1, qui doit lui-même être égal au torseur de 3 sur 2. Et donc si je reprends ici les deux torseurs des deux liaisons 2,1 et 3,2, eh bien je vais pouvoir écrire un système d'équations, à savoir que je vais retrouver en fait ici dans la colonne de gauche eh bien, les 6 composantes du torseur équivalent pour lesquelles je ne présuppose rien, donc c'est-à-dire que je considère l'existence d'un x équivalent, d'un y équivalent, d'un z équivalent, et je considère l'existence d'un l équivalent, d'un m équivalent, d'un n équivalent. Et puis ce que je vais dire, c'est que le x équivalent 31 doit être égal au x de la liaison 2,1, qui ici est égal à 0, et le x équivalent 31 doit être égal au x 32. Et puis de la même manière, le y équivalent 31 doit être égal au y 21, qui doit être égal au y 32. Le z équivalent 31 doit être égal au z 21, qui doit être égal au z 32. Le l équivalent 31 doit être égal au l 21 et doit être égal au l 32, qui est égal à 0. Le m équivalent, après vous avez compris le principe, hein, m31 doit être égal à m21 égal à 0, et n équivalent doit être égal à n21, doit être égal à n 32, mais qui ici est égal à 0. Donc finalement tout ça, en fait, ça me donne un système de plein d'équations avec pas mal d'inconnus, mais qui en soi est relativement simple à exploiter en réalité, et on va pouvoir ici identifier assez rapidement le fait que x31 est nécessairement égal à 0, puisque x21 est égal à 0, et de fait x32 doit aussi être égal à 0, mais à la limite ça nous intéresse un peu moins. Et puis on va retrouver également que L, M et N doivent être égales à 0, parce que dans la liaison 32, L, M et N sont égaux à 0. Finalement, il ne reste existant dans cette liaison équivalente que 2 composantes, qui sont le Y équivalent 31 et le Z équivalent 31. Donc tout ça fait que la liaison équivalente à l'association d'une liaison glissière et d'une liaison sphérique en série, c'est une liaison pour laquelle le torseur des actions mécaniques transmissibles a la forme Y équivalent 31 porté par Y plus Z équivalent 31 porté par Z en résultante, et 0 en moment exprimé au point B, puisque c'est le point d'écriture des deux torseurs considérés. Et ici encore, une liaison dans laquelle 2 degrés de liberté en translation sont bloqués, c'est une liaison sphère-cylindre, on retrouve bien le résultat que l'on avait tout à l'heure. Alors on peut s'intéresser ensuite au cas des liaisons en parallèle, avec là encore 2 approches, et cette fois-ci on va commencer par l'approche statique. Donc encore une fois, je me place dans un cas simplifié, 2 solides 1 et 2 avec 2 liaisons L12 exposant 1 et L12 exposant 2. Et puis là encore, un torseur d'action mécanique extérieure exercé sur le solide 2. Et j'aimerais déterminer la liaison équivalente qui me permet d'exprimer mon système sous cette forme-là. Donc le solide 1, le solide 2, une seule liaison entre les deux solides qui doit être équivalente à l'ensemble des deux liaisons. Et puis bien sûr, toujours mon action mécanique extérieure. La démonstration ici va se faire de la même manière que précédemment, et donc là encore en bas de la page 12 et en haut de la page 11 vous avez un petit espace blanc pour reporter ce qu'on est en train de voir ici. Si j'isole le solide 2, en faisant le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées sur ce solide 2, eh bien je vais pouvoir dire que l'action mécanique transmise par le solide 1 sur le solide 2 par l'intermédiaire de la liaison 1, plus l'action mécanique transmise par le solide 1 sur le solide 2 par l'intermédiaire de la liaison 2, plus les actions extérieures sur le solide 2, est égale à 0. Première étape de la démonstration.
Deuxième étape de la démonstration, si j'isole le solide 2 en tenant compte cette fois-ci de la liaison équivalente, alors ce que je vais pouvoir dire c'est que le torseur d'action mécanique équivalente exercé par le solide 1 sur le solide 2, plus le torseur extérieur est égal à 0. Et en regroupant les deux équations qui viennent d'être étudiées ici, eh bien je vais pouvoir déduire très rapidement le fait que le torseur de la liaison équivalente entre 1 et 2 doit être égal à la somme des torseurs d'action mécanique transmissibles par les deux liaisons 1 et 2. Et donc ici, de cette manière-là, j'arrive à démontrer la méthode permettant d'identifier le torseur d'action mécanique transmissible par une liaison équivalente à deux liaisons en parallèle. Mais on se rend bien compte ici que si j'avais plus de liaisons, eh bien j'aurais rajouté ici le torseur 1,2 exposant 3, le torseur de 1 sur 2 exposant 4 et ainsi de suite. Et puis je les aurais retrouvés ici dans la dernière ligne, ici. Donc on pourra généraliser ça également en disant que le torseur équivalent à n liaisons en parallèle entre deux solides est égal à la somme des n torseurs indépendants. Alors premier exemple d'application, on considère ici deux liaisons cylindre-plan. Une liaison cylindre-plan au point A de direction AX et de normale Z, et une cylindre-plan au point B de direction BZ et de normale X. Et donc si j'écris les torseurs d'action mécanique transmissibles dans ces deux liaisons cylindre-plan, eh bien je vais pouvoir dire que pour la liaison en A, on peut transmettre une composante de résultante dans la direction Z, et on peut transmettre une composante de moment autour de la direction Y, et au niveau du point B, on peut transmettre une composante de résultante dans la direction X, une composante de moment autour de la direction Y. Et puis, en vertu de ce que je viens d'indiquer ici, si je veux déterminer le torseur équivalent à ces deux liaisons en parallèle, il me faut faire la somme des torseurs. Donc pour pouvoir faire la somme des torseurs, il faut les exprimer tous les deux au même point. Et je propose ici donc une deuxième expression du torseur de la liaison en B, que je vais déplacer donc pour l'avoir ici au niveau du point A. Et ce qu'on va retrouver, c'est que le moment en A est égal au moment en B, c'est-à-dire le M21 exposant B, plus le vecteur de déplacement. Et donc ce que je vais pouvoir dire ensuite, c'est que le torseur équivalent entre le solide 2 et le solide 1, c'est la somme des deux torseurs au niveau du point A et au niveau du point B. Donc c'est la somme de Z21A porté par Z, M21A porté par Y, plus X21B porté par X, M21B plus AX21B porté par Y. Et finalement, j'arrive à ce torseur équivalent qui a la forme au point A, X21B suivant X plus Z21A suivant Z en résultante, et en moment, M21A plus M21B plus AX21B porté par Y. Et si je veux simplifier tout ça, finalement, je peux dire que le torseur équivalent a cette forme-là, une composante de résultante suivant X et suivant Z, et une composante de moment autour de Y. L'association de ces deux liaisons cylindre-plan en parallèle ne correspond à aucune liaison équivalente. C'est-à-dire que si on détermine la liaison équivalente à ces deux liaisons en parallèle, on n'arrive sur rien de normalisé. Alors voilà ici pour ce premier exemple d'étude des liaisons en parallèle. On peut donner, alors la généralisation, j'en ai parlé tout à l'heure, si vous avez n liaisons en parallèle, alors le torseur équivalent est égal à la somme des n torseurs intermédiaires. Et puis la conséquence de ça, c'est un petit peu la même que ce dont j'ai parlé pour la détermination des liaisons en série, c'est-à-dire que la dimension du torseur statique équivalent est forcément inférieur à 5, forcément inférieur à 6, mais si l'on détermine la somme des inconnus de liaison dans les différentes liaisons, eh bien vous pouvez avoir au total plus que 6 inconnus de liaison dans toutes vos liaisons en parallèle. Et notamment, si je reviens ici sur cette écriture du torseur équivalent, eh bien ce qu'on identifie ici, c'est que la dimension du torseur équivalent est de 3, donc ça veut dire que dans la liaison équivalente, j'ai un degré de liaison qui est égal à 3. Je bloque la translation suivant X, la translation suivant Z et la rotation autour de Y. Par contre, pour bloquer ces 3 degrés de liaison, je me suis appuyé sur 4 inconnus statiques. Donc c'est-à-dire que la somme des dimensions des deux sous-espaces vectoriels T21A et T21B est égale à 4. Et puis on retrouve ici le fait que la somme du sous-espace que la dimension du sous-espace vectoriel somme est inférieure à la somme des dimensions. Et notamment, effectivement, dans la dimension totale, on va soustraire la dimension de l'intersection. C'est le fait que les deux torseurs de l'action mécanique en A et de l'action mécanique en B, tous les deux, engendrent le blocage de la rotation dans la direction Y. Et donc parmi ces deux inconnus qui sont ici surlignés en vert,
eh bien l'une des deux est en trop et va constituer le degré d'hyperstatisme de la liaison. C'est-à-dire que dans cette liaison, qui n'a pas de nom particulier, hein, on l'a vu ici, dans cette liaison équivalente entre 1 et 2, eh bien j'ai un hyperstatisme puisque j'ai deux façons de bloquer la rotation autour de Y. Soit je bloque la rotation autour de Y grâce à la liaison au niveau du point A, soit je bloque la rotation autour de Y grâce à la liaison au niveau du point B. Donc ce degré d'hyperstatisme, hein, qui est donc la différence entre la somme des dimensions et la dimension du sous-espace vectoriel somme, correspond au nombre d'inconnus de liaison qui ne pourront pas être déterminés par une simple étude statique. On voit ça ici à l'échelle de la détermination d'une liaison équivalente à plusieurs liaisons en parallèle, mais ça se retrouvera dans l'étude globale d'un mécanisme. Alors pour l'approche cinématique, eh bien la mobilité de la liaison équivalente doit être compatible avec toutes les mobilités des liaisons élémentaires. Et donc ça va se traduire ici par le fait que, quel que soit i compris entre 1 et n pour les n liaisons, le torseur équivalent de la liaison entre 2 et 1 doit être égal au torseur de la liaison numéro i entre 2 et 1. Et là encore, si on veut reprendre cet exemple-là, je vais pouvoir écrire ici les torseurs cinématiques des deux liaisons au point A et au point B. Et puis ce que je peux dire ensuite, c'est que pour égaliser les torseurs, il faut les exprimer au même point. Donc voilà ici l'expression du torseur cinématique de la liaison 2,1 en B exprimée au point A. Et on retrouve ici les composantes A et B, hein, qui étaient définies pour rappel ici, hein, c'est-à-dire que le vecteur AB c'est A porté par Z plus B porté par X. Et puis ce que je sais ensuite, c'est que le torseur équivalent doit être égal au torseur A et doit être égal au torseur B. Donc, je vais pouvoir dire que la composante P équivalent 21 doit être égale à la composante P21 et doit être égale à la composante P21B. Je vais pouvoir dire que la composante Q21 équivalent doit être égale à la composante Q21A qui en l'occurrence est nulle, plus doit être égale aussi à la composante Q21B qui en l'occurrence est nulle. Ensuite je vais dire que la composante R équivalent doit être égale à la composante R21A et doit être aussi égale à la composante R21B, et ainsi de suite, pour obtenir donc les 18 équations qui sont présentées ici. Et là encore, finalement, ça, je vais pouvoir le résoudre simplement, c'est-à-dire que j'identifie très rapidement ici ces trois équations qui me donnent le fait que Q équivalent 21, U équivalent 21 et W équivalent 21 doivent être égales à 0, et il va rester uniquement trois composantes indéterminées, la composante P équivalent, la composante R équivalent et la composante V équivalent. Donc finalement, j'arrive à un torseur cinématique équivalent entre 2 et 1, qui a la forme P21X, R21Z pour la résultante, et V21Y au point A pour le moment. Donc pour résumer les choses, voilà les quatre cas de figure. Liaison en série dans la colonne de gauche, liaison en parallèle dans la colonne de droite, approche cinématique dans la ligne du haut, approche statique sur la ligne du bas. Pour des liaisons en série, l'approche cinématique vous dit que le torseur équivalent doit être égal à la somme des torseurs indépendants. Et l'approche statique vous dit que le torseur équivalent, statique bien sûr, doit être égal à tous les torseurs statiques indépendants. Et pour les liaisons en parallèle, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'approche cinématique vous dit que le torseur équivalent doit être égal à tous les torseurs intermédiaires cinématiques. Et pour les liaisons en parallèle approche statique, on vous dit que le torseur équivalent statique doit être égal à la somme des torseurs intermédiaires statiques. Généralement, pour le cas des liaisons en série, il sera plus simple d'utiliser l'approche cinématique, tandis que pour le cas des liaisons en parallèle, il sera plus simple d'utiliser l'approche statique.